Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette session de récap IBC 2024. IBC, c'est le plus grand salon média broadcast en Europe. Donc, cette année, il a eu lieu entre le 13 et le 16 septembre. Et donc, comme tous les ans, AWS a eu une présence très importante à ce salon, avec 45 démos qui ont été présentées sur notre stand AWS et avec la participation de 69 partenaires, ce qui n'est même pas négligeable. Et donc aujourd'hui, on aimerait vous présenter, bien sûr, pas toutes les démos en même temps, parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour ça, mais justement, en fait, les highlights et les démos les plus intéressantes qui ont eu le plus de succès auprès de nos clients. Moi, je m'appelle Irina Olenikova. Aujourd'hui, je suis accompagnée par mes collègues Roland, Lionel, Adrien, Emmanuel, et j'aimerais aussi parler un peu de remercier Guillaume Marchand ici présent aussi, qui aujourd'hui joue le rôle de notre opérateur vidéo. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat durant cette session et on va essayer de répondre à vos questions à la fin de cette session. Et donc, sans attendre, je vais passer la parole à Emmanuel qui va nous parler des nouveautés autour de monétisation. Exactement, merci Irina. Donc un des 4 grands thèmes sur la monétisation cette année, c'était la next-gen monétisation, qu'on pourrait traduire donc par monétisation de nouvelle génération. Et l'idée derrière ce thème, c'était vraiment de montrer comment on peut générer des revenus complémentaires pour les publishers en supplément des méthodes traditionnelles d'affichage publicitaire de type pré-roll, post-roll, mid-roll. Donc, on avait 2 démonstrations particulièrement intéressantes cette année. Une première démo sur des nouveaux formats publicitaires que je vais vous présenter juste ensuite. Et une deuxième démonstration sur les shoppable ads. Donc, ce sont des formats publicitaires qui permettent de proposer des expériences e-commerce directement intégrées au sein des applications. Prochain slide. Donc, les nouveaux formats publicitaires. Donc, l'idée derrière ces nouveaux formats, c'est vraiment de proposer une expérience utilisateur qui est moins intrusive, qui est plus engageante et qui est mieux intégrée avec l'application. Ça va permettre aussi de conserver un impact publicitaire efficace en diffusant ce type de format. On va aussi, grâce à ce format, répondre à un besoin croissant des annonceurs qui sont constamment en recherche de campagnes publicitaires de plus en plus sophistiquées. Donc, ce que vous voyez là dans la démonstration, c'est un événement en direct ou en direct simulé, durant lequel on va afficher l'un de ces formats. On va le voir dans quelques instants. Et l'idée de ce format, c'est qu'il soit le moins intrusif possible pour ne pas venir perturber l'expérience de l'utilisateur. On va avoir la possibilité de faire du ciblage, comme on le fait traditionnellement, en affichant des publicités qui sont différenciées, suivant l'utilisateur qui est en train de regarder le flux. On va en voir un exemple ici, où on va avoir, par exemple, pour l'utilisateur Michael, une publicité où on va afficher une marque de soda. Et voilà, pour l'utilisateur John, que l'on connaît, où l'on connaît ses préférences pour l'automobile, on va lui afficher un overlay avec une voiture de sport. Voilà, donc c'est un peu le principe de ces nouveaux formats. C'est très intéressant, mais comment justement on peut faire cette pub personnalisée pour chaque utilisateur? Alors, c'est une très bonne question, Rina. On va peut-être pouvoir le voir directement au travers de l'architecture. Donc, dans ce workflow, tout commence par une contribution du flux en direct dans un service qui s'appelle Media Live et qui est donc un service d'encodage dans le cloud sur AWS. De l'autre côté de la chaîne, on va avoir ce qu'on appelle un signaling server. Et ici, dans cette intégration, le signaling server va envoyer un message à Media Live pour lui indiquer d'insérer un marqueur publicitaire dans le flux. On appelle un marqueur publicitaire de type SCTI35. Une fois que le flux est marqué pour l'insertion publicitaire, il va passer dans Media Package pour la mise au format pour différents types de périphériques, les téléconnectés, les tablettes, etc. Et ensuite, on va avoir un élément important qui s'appelle Elemental Media Tailor et qui est le service d'insertion publicitaire dynamique d'AWS. Ce que va faire ce service, c'est qu'il va repérer le marqueur dans le flux, il va faire un appel à l'ad server pour aller récupérer des créatives, c'est-à-dire les publicités à afficher. Cet ad server va lui répondre avec une réponse de
vaste. Et à l'autre bout de la chaîne, côté application, sur le player, on va utiliser un SDK. Donc là, en l'occurrence, c'est le SDK de notre partenaire ITG. Et ce SDK va se charger d'interroger l'API de MediaTailor pour aller récupérer finalement les créatives à afficher et également les adresses des endpoints qui seront utilisées pour la partie reporting, les impressions publicitaires. Voilà, donc c'est un peu le fonctionnement. Donc ce qu'on a là, c'est vraiment une intégration avec des outils plutôt standards en fait qu'on retrouve dans l'écosystème de la publicité aujourd'hui. Ça nous amène à la deuxième démonstration qui était présente sur le stand monétisation, sur les shoppable ads. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer des fonctionnalités d'achat dans les publicités en ligne et également de permettre aux utilisateurs d'acheter des produits sans quitter la plateforme. La nouveauté ici, c'est qu'on fait une analyse en amont du contenu pour détecter les différents produits qui sont présents dans la vidéo et chercher une correspondance dans le site e-commerce avec des produits qui correspondent. Donc au fur et à mesure que la vidéo se joue, on a la possibilité d'acheter les produits qu'on voit dans la vidéo. On a différents types de templates dans cette démonstration. On a des templates qui s'adressent plutôt à des expériences web sur un navigateur, mais on a aussi des templates qui s'adressent typiquement, comme on peut le voir ici, à des devices de type tablette, télévision connectée, etc. Alors, comment ça fonctionne? On commence, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse en amont vidéo. On commence par extraire des images à intervalles réguliers de la vidéo. On va dans un premier temps éliminer toutes les images qui sont trop similaires et qui se ressemblent pour ne conserver que celles qui sont les plus représentatives. Et ensuite, on va utiliser un service sur AWS qui s'appelle Amazon Recognition et qui est un service de computer vision qui va nous permettre de détecter les différents objets dans la vidéo. À partir de là, on va créer ce qu'on appelle des embeddings de ces images, donc des représentations vectorielles, qu'on va stocker dans une base de données vectorielle. Un index OpenSearch ici est utilisé pour ce besoin. Et on va utiliser un Large Language Model, donc un LLM, pour demander à ce LLM de nous générer une description des objets, des produits qu'il a vus dans la vidéo. À partir de là, il y a deux options. Soit le site e-commerce avec qui on a fait le partenariat dispose d'un moteur de recherche suffisamment élaboré, avec notamment des fonctionnalités de recherche sémantique, auquel cas on va utiliser directement la sortie du LLM qui décrit le produit et l'envoyer dans le moteur de recherche du site pour obtenir dans le catalogue du site e-commerce les objets qui correspondent. Ou bien le site e-commerce n'a pas un moteur de recherche suffisamment évolué. Et dans ce cas-là, ce qu'on va proposer, c'est d'ingérer en amont le catalogue. Donc on va quelque part récupérer toutes les descriptions du catalogue, toutes les images. On va à nouveau générer des embeddings. Et ensuite, dans notre index OpenSearch, on va rechercher des similarités entre les objets qu'on a détectés dans la vidéo et ceux qui sont présents dans le catalogue. On va ensuite générer un JSON qui contient les timestamps, c'est-à-dire les endroits dans la vidéo auxquels les objets ont été détectés. Et pour finir, côté client, on va avoir une intégration avec un SDK qu'on propose. Et ce SDK va donc permettre au niveau de l'application client d'afficher au bon moment les produits avec la vidéo qui correspond. Merci beaucoup Emmanuel, et comme je peux le voir, voilà, en effet, c'est compatible avec le site de e-commerce. Tout à fait, tout à fait. Super. Merci beaucoup Emmanuel. Et donc là, on va passer à la section suivante, Data Science Analytics. Et donc là, la première démo qu'on aimerait vous présenter est liée à l'enrichissement des données sportives. Et donc là, je passe la parole à Adrien, qui est justement un très gros fan de sport. Plus que fan, c'est une démo qui me tient vraiment à cœur. Donc, merci Irina et merci Emmanuel pour cette première partie. Donc, comme tu l'as très bien dit, il y a 4 grands thèmes autour des démonstrations de l'IBC, et l'une d'entre elles est autour de la data science et de l'analytics. Et il y a une question que beaucoup de nos clients se posent, c'est très bien, on peut diffuser du sport, mais comment j'arrive à extraire du contenu sportif en direct? Et ce que j'aime beaucoup avec cette démo, c'est, alors certes, elle est très cost-effective par le biais de son architecture serverless, le côté pay as you go, mais en fait, ce que j'ai envie de mettre en avant ici avec cette démo, c'est vraiment le côté voilà, le coût humain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui sont faites manuellement. Il y a des personnes qui sont dans les stades et qui pointent dès qu'il y a une passe, dès qu'il y a un tir, dès qu'il y a un but.
Et l'idée, c'est de pouvoir essayer d'automatiser tout ce process pour que ces personnes-là puissent avoir pour qu'on puisse également mettre le contexte métier directement dans la plateforme de médias ou par exemple pour les clubs de sport pour l'analyse après. Ce qui est intéressant avec cette démonstration, elle est à plusieurs aspects, donc le côté analytics, mais aussi le côté fan engagement. On parlait tout à l'heure de pouvoir ajouter des pubs lors de matchs, comme la démonstration d'Emmanuel. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si par exemple on est un grand fan de sport, on arrive un petit peu en retard et on voit que notre club préféré mène 1-0, c'est génial. Mais en fait, peut-être que tout le contexte des 15 premières minutes sont totalement différentes et que notre club en fait est totalement dominé. Et quand on arrive en plein milieu d'une partie, bah, c'est difficile de pouvoir avoir ce contexte directement. Donc l'idée de l'enrichissement de données sportives ici, c'est de pouvoir, par exemple, identifier des joueurs, identifier des actions et aussi du résultat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir générer aussi un engagement auprès des fans pour pouvoir mettre en lumière des prédictions. Dire que telle équipe, malgré qu'elle domine, en fait, elle va potentiellement perdre le match. Et du coup, voilà, cette démonstration, elle s'articule aussi sur la manière de pouvoir rationaliser les opérations de back-office grâce à des analyses de métadonnées. C'est vraiment le terme metadata, métadonnées, c'est vraiment le cœur de cette démonstration. Et sans plus attendre, j'ai une petite vidéo qui explique brièvement ce qu'on fait. Donc, faut se projeter. L'idée, c'est on a notre flux vidéo et l'idée, c'est de pouvoir détecter automatiquement des actions et de pouvoir ainsi personnaliser le contenu, déterminer s'il y a des petits clips personnalisés. On est fan d'un joueur et on souhaite voir toutes les actions du match de celui-ci. On peut directement sélectionner notre joueur préféré et pouvoir voir un peu les actions clés du match. On est fan de tel ou tel joueur, et bien du coup, ça permet de voir, il a eu un carton jaune à tel moment, il a fait tel tir qui a eu une action intéressante. Et voilà, un aspect que j'ai pu citer il y a 2-3 minutes, c'était aussi le côté prédictif qui est important, basé sur les données historiques des précédents matchs. On peut essayer d'avoir un forecast du match et de pouvoir se dire si il va y avoir tel ou tel score. Et ça permet aussi d'améliorer ici l'engagement des fans. Et en fait, ce qui est génial avec cette démo, c'est que alors, la démo en tant que telle, c'est vraiment l'utilisation de Media Replay Engine. Alors, je sais que Irina, tu vas en parler un peu par la suite, mais là, c'est un autre, dans notre use case ici, c'est une solution open source, donc une solution AWS qui propose un framework d'une pipeline automatisée de génération de clips, par exemple. Et en fait, Media Replay Engine ici, ça permet vraiment de se concentrer non pas sur la partie orchestration, mais plus sur la génération, enfin, se concentrer sur la logique métier sans se soucier justement de cette partie d'orchestration. Et c'est un récap technique, donc l'idée c'est aussi de mettre en lumière une architecture AWS, comme l'a très bien fait aussi Emmanuel précédemment. L'idée c'est que on a notre flux en live, donc avec AWS Elemental Media Live, et dès qu'on store la vidéo dans votre storage préféré Amazon S3, eh bien l'idée c'est de pouvoir déclencher une pipeline, enfin de step function qui permet de segmenter, détecter, optimiser la vidéo, et ensuite on a nos services d'AIML qui permettent de traiter ces différents segments et de générer des métadatas qui seront ensuite mis dans notre table DynamoDB. Et en fait, ces métadatas, elles vont pouvoir être exploitées, par exemple, comme nos services de génération de résumés avec Amazon Bedrock, ou encore l'utilisation de modèles prédictifs directement sur Amazon SageMaker. En fait, ce qui est bien avec cette démo, c'est que cette architecture, elle est serverless. Et en fait, que ce soit les entreprises de médias ou même les organisations sportives, elles vont pouvoir pleinement exploiter les données sportives et surtout le potentiel de toutes ces données, améliorant la fan expérience, mais aussi pour l'analyse après-match des différents clubs. Merci beaucoup, Adrien. Et justement, une autre démonstration qui s'appuie également sur le framework Media Replay Engine, ça s'appelle Live News Summarization, donc résumé de news en live.
Qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça peut générer au fur et à mesure les clips, en fait. Donc, ça peut segmenter votre flux vidéo. En fait, analyser ce qui se passe dans chaque clip, donc donner un sujet, un titre, et ensuite générer aussi une description qui peut justement aider beaucoup aux journalistes, aux documentalistes, en fait, qui sont en train de préparer justement des reportages et en fait extraire très facilement et très vite, en fait, les informations nécessaires depuis le flux live. Bien sûr, en fait, vu que ça s'appuie sur le framework qui est serverless, donc en fait, c'est fait pour réduire vos coûts. Donc en fait, vous allez payer que pour les ressources que vous consommez. Et c'est optimisé du coup pour le low latency. Donc bien sûr, en fait, on a besoin d'un peu de temps pour analyser le flux live qui entre avec nos services de AIML, mais ça prend pas maximum 10 secondes à peu près. Donc en fait, ce qui reste acceptable pour ce use case. Tout à fait. Et bien sûr, en fait, ça, c'est une architecture où, en fait, vous pouvez utiliser vos propres plugins. Donc, nos clients qui peuvent donc développer leur plugin IML et GenAI pour leur use case. Donc, en fait, pas forcément juste de tout ce qui est l'avenue summarization ou enrichissement de données sportives, mais vraiment vos cas d'usage à vous, où vous pouvez donc prendre vos datasets, entraîner vos modèles vous-même et ensuite utiliser cette architecture selon vos besoins. Et donc, par contre, en fait, cette démonstration en particulier a été développée avec l'aide de notre partenaire qui s'appelle Wiseline. Et donc là, je vais vous montrer rapidement l'interface de cette démo et à quoi ça ressemble. Donc, à gauche, vous pouvez voir le flux live qui arrive sur le débat sur TikTok de congrès US. Comme vous pouvez voir au milieu, donc vous avez la section avec les clips qui sont générés au fur et à mesure, donc avec le titre et avec la description. Et en fait, quand vous rentrez dans chaque clip, vous pouvez donc retrouver les informations supplémentaires. Par exemple, ça peut aussi détecter donc les célébrités qui apparaissent dans le clip, mais aussi le sentiment que ça génère. Donc, ça peut être le sentiment neutral, positif ou négatif. Ensuite, la description de ce qui se passe dans chaque moment de ce clip et avec les points forts, les tags. Donc, en fait, ça peut vraiment être très utile. C'est très intéressant. Et alors, est-ce qu'on a la possibilité, Irina, de partager, par exemple, les descriptions de façon très rapide sur les réseaux sociaux? Bien sûr, en effet, c'est possible à faire. Donc, déjà, vous pouvez éditer manuellement, en fait, vos clips et choisir les moments que vous voulez partager. Et par la suite, il y a bien sûr le bouton, en fait, partager sur, par exemple, LinkedIn ou un réseau social de votre choix. Et moi, personnellement, en fait, ce que je préfère vraiment dans cette démo, c'est la fonctionnalité de search. Donc, en fait, la fonctionnalité de chatbot. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, vous pouvez très bien poser les questions sur le contenu de votre live. Donc, par exemple, ici, dans cette démo, voilà, je pose la question, par exemple, quels sont les risques de sécurité de TikTok? Qui sont discutés justement pendant ce débat. Et donc là, nos modèles LLM vont analyser la conversation. Ils vont donner en fait l'analyse de cette conversation, mais aussi du coup la liste des clips où ce sujet a été évoqué. Ce qui peut être vraiment très très utile pour les documentalistes justement. Et bien sûr, la question qui vous intéresse le plus, je pense, aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne. Donc, en fait, bien sûr, ça s'appuie, comme j'ai déjà dit, sur un framework qui s'appelle Media Replay Engine. Adrien vous a déjà brièvement expliqué comment ça fonctionne. Donc, en fait, la logique reste le même. Vous avez votre flux live, ou ça peut être aussi, en fait, une vidéo qui se trouve sur S3. Ensuite, on va segmenter cette vidéo et on va ensuite utiliser les services AIML comme Amazon Recognition pour détecter les célébrités, ce qui se passe dans les vidéos, détecter le texte. On va utiliser Amazon Transcribe pour extraire le transcript. On va utiliser Amazon Comprehend pour comprendre en fait ce qui se passe. Ensuite, en fait, on va utiliser Amazon Bedrock également. Donc, en fait, on va utiliser plein de services pour justement créer ces highlights, en fait, ces clips et ces informations qui sont tellement nécessaires pour le travail de vos équipes métiers de tous les jours. Et une autre démo qui a eu beaucoup de succès cette année à l'IBC, ça s'appelle recherche sémantique dans les vidéos. Donc, imaginez par exemple quand vous avez des téraoctets ou des pétaoctets de vos archives vidéo et vos équipes ont besoin de trouver très rapidement une information
ou une vidéo sur tel ou tel sujet, et bah aujourd'hui en fait, elles doivent regarder la vidéo une par une, trouver des moments forts, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et donc pour faciliter ça, nous vous proposons une solution qui vous permet de faire la recherche sémantique dans les vidéos, donc en utilisant déjà le langage naturel, donc pas seulement les tags, les mots-clés, mais vraiment en fait vous pouvez poser la question comme moi je vous parle tout à l'heure, maintenant. Et du coup, ça permet justement de non seulement trouver les vidéos avec les bonnes informations, mais trouver les moments exacts dans les vidéos. Donc, je vous ai préparé une petite démo également de cette solution. Donc là, ici, ça, c'est une interface de cette démonstration. Donc, à droite, nous avons déjà indexé nos vidéos. Et donc, bien sûr, par exemple, si vous voulez trouver toutes les vidéos ou notre CTO Werner Vogel qui est en train de serrer la main avec d'autres personnes, bah, c'est possible à faire. Donc là, comme vous pouvez voir, donc déjà, ça trouve les vidéos concernées, mais aussi, en fait, ça trouve les moments forts. Exactement. Donc, les moments exacts, Werner se serre les mains avec d'autres personnes dans les vidéos, qui est quand même assez impressionnant. Et bien, C'est une précision redoutable. Et ce qui est pas mal, c'est si par exemple on est un diffuseur d'actualité et qu'on cherche je sais pas, des extraits rapidement, cette démonstration que tu es en train de nous montrer nous permet justement de détecter facilement telle ou telle exactement. personnalité. C'est super intéressant. Oui, tout à fait. En fait, on a aussi la possibilité de faire la recherche avec des images. Donc, en fait, si vous voulez trouver des moments dans les vidéos qui se ressemblent aux images que vous avez dans votre base de données, donc par exemple, là, c'est une image d'un gardien de but qui chasse la balle. Donc, en fait, par exemple, ça, c'est possible à faire. Aussi, donc, on peut voir dans cette démo, qu'est-ce que ça va nous trouver? Bah, justement, en fait, le moment dans la vidéo qui se ressemble à cette image. Multimodal, en fait. Ouais. Exactement. Et donc là, en fait, le cœur de cette démo, c'est une base de données OpenSearch Vector Engine, donc qui permet de stocker les informations en forme de vecteurs. Donc, et comment ça fonctionne? Lors de l'ingestion de vidéos sur S3, on va segmenter cette vidéo pour extraire le shot avec Amazon Recognition Shot Detection API. On va les ensuite stocker sur S3. On va bien sûr, comme partout en fait, dans nos démonstrations aujourd'hui, on va extraire les informations avec Amazon Recognition, pour détecter en fait, pour comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Ensuite, en fait, on va embedder, donc en fait, on va transformer nos segments en fait en vecteurs. On va les stocker. Enfin, ça, on va le faire avec Amazon Bedrock Image to Text LLM. En fait, on va les transformer en embedding. Et ensuite, en fait, lorsqu'un utilisateur exécute un query en langage naturel, ça aussi, en fait, cette requête va être transformée aussi en vecteur. Et ensuite, en fait, on va chercher les similarités, qui reste quand même assez intéressant. Très clair. Et donc là, je vais passer la parole à Lionel qui va nous parler de Broadcast Operations, Monitoring et Control. Merci Irina. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de broadcast avec un petit focus sur l'observabilité, le monitoring et le contrôle de notre environnement. Là, vous avez un tout petit aperçu de ce à quoi ressemblait notre booth à l'IBC sur la partie broadcast, pardon. C'est la moitié des démos broadcast que vous voyez ici. L'autre côté du mur, on avait effectivement un certain nombre d'autres démos. Donc, je vais vous présenter rapidement l'architecture des démos qui vont être présentées. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de partenaires qui sont déjà représentés sur ce diagramme. Comme un petit peu dans tous les domaines médias, aujourd'hui, on se repose énormément sur nos partenaires qui fournissent un ensemble de solutions qui vont répondre concrètement aux besoins et aux choses que vous souhaitez faire, pardon. Je t'ai dit un petit peu de mal. Et un autre avantage aussi, c'est que la plupart de ces partenaires, en fait, vous travaillez déjà avec eux parce que un certain nombre fonctionnent uniquement dans le cloud, mais une assez grosse partie également opère également on-prem. Avant de vous montrer la vidéo, je vais juste faire un petit point de comment est-ce qu'on a souhaité aborder cette démo
qui est décomposée en 3 grandes étapes. On va avoir une première étape où on va couvrir tout ce qui est ingestion de nos flux et master control. Dans cette partie, on va voir différents sujets, notamment la redondance de nos flux, comment est-ce qu'on va pouvoir également fonctionner en mode hybride, parce que c'est un élément aussi extrêmement important. Aujourd'hui, on est tout à fait conscient que le broadcast en full cloud, on a encore un petit peu de chemin à parcourir, même si aujourd'hui, on a déjà des cas d'usage avec des clients qui font du broadcast dans le cloud. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup d'activités qui se passent on-prem et on va vous présenter comment est-ce qu'on arrive à faire se connecter ces deux mondes. Ensuite, on va avoir une deuxième partie où on va plutôt parler observabilité et monitoring. Donc là, on va regarder plus du côté de notre playout et on va pouvoir identifier nos différentes sources, s'assurer qu'on n'a pas de problème au niveau de ces sources et effectivement, on va pouvoir opérer notre plateforme directement depuis des outils vraiment simples d'utilisation pour, encore une fois, faciliter la vie de nos opérateurs et qu'on ait un flux d'une qualité vraiment optimale. Et enfin, la dernière partie, on va parler très rapidement de distribution et des mécanismes de surveillance de notre environnement de distribution, avec également certains protocoles de distribution qui nous permettent d'être efficaces en termes de gestion de bande passante et de qualité des flux. Donc, sans plus attendre, on va regarder à quoi ça ressemble, voilà, à quoi ça ressemblait pendant l'événement. Donc là, voilà, un petit rappel évidemment des partenaires avec qui on a travaillé pendant cette IBC. Et l'idée là, ce que vous voyez ici, c'est un dashboard qui a été déployé sur Grafana avec, on a pas mal aussi de modules qui viennent de tags pour la partie multiviewer. Et l'idée, c'était d'avoir cette solution personnalisée qui nous permette non seulement de contrôler ce qui se passe dans notre environnement, mais aussi de pouvoir actionner notre environnement. Ça veut dire que si j'ai besoin de faire un failover d'un main vers le backup, je peux le faire. Ici, ce que vous allez voir, c'est le rapprochement du monde cloud avec le monde broadcast, où on va pouvoir, par exemple, faire redescendre un flux dans notre environnement on-prem et utiliser des outils de contrôle, de test que les opérateurs aujourd'hui, avec lesquels nos opérateurs sont familiarisés. Ensuite, si on bascule plutôt sur la partie broadcast monitoring avec notre playout, ici vous voyez par exemple notre playout en main et en backup, on va pouvoir contrôler en temps réel la disponibilité de nos deux environnements playout. Et encore une fois, le dashboard aujourd'hui va vous permettre de faire de la bascule d'un environnement vers un autre, éventuellement de changer un événement au sein de notre playout si on a identifié un problème, quel qu'il soit. Et on va aussi bien en termes de input que de sortie, faire du routage et envoyer nos flux voilà, dans les différents composants qui vont pouvoir les traiter. Encore une fois, comme vous voyez, tout est centralisé au sein d'une seule interface graphique. Et ça, c'est vraiment clé parce que ça va éviter à nos opérateurs d'avoir à basculer d'un environnement à un autre, d'un outil à un autre. Tout est là, on va se reposer sur les API des différentes solutions partenaires qu'on va utiliser pour pouvoir les manipuler et les contrôler. Dans la partie monitoring, quelque chose qui est très intéressant, par exemple, on a ici dans cette démo quatre chaînes dans 4 langues différentes. Ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir donner la possibilité à nos opérateurs de s'assurer que la langue de chacune de ces chaînes, elle est conforme avec la langue annoncée. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la GenAI avec des solutions partenaires en temps réel pour générer des sous-titres. Ça va permettre à nos opérateurs visuellement de contrôler que ce qui est dit dans la piste audio, elle correspond bien à la langue, parce qu'on va pouvoir regarder, vérifier au niveau du sous-titre. Dernière chose, on va pouvoir aussi automatiser la vérification de cette langue, parce qu'on va, encore une fois, en utilisant un service de machine learning, identifier automatiquement la langue qui est censée être diffusée sur chacune de ces chaînes. Et si jamais on détecte une différence entre ce qui est censé être et la langue vraiment détectée, on va pouvoir émettre différentes alarmes, que ce soit des alarmes visuelles ou des alarmes sonores ou peu importe.
n'importe quel type d'alarme FIEM. Et enfin, finalement, on va terminer par la partie distribution. Ici, vous avez une vue d'une espèce de carte qui va représenter la qualité réseau des liens entre notre source et chacun de nos points de destination. Avec ici, là, vous voyez, il y a une ligne en rouge. On a simulé un problème sur une des liaisons qui va encore une fois donner l'opportunité à nos opérateurs d'actionner la solution et de router le flux sur un autre canal pour enfin atteindre notre destination. Voilà, j'en ai terminé sur la partie broadcast. Maintenant, je vais laisser la parole à Roland qui va nous parler de supply chain. Merci Lionel. Effectivement, la Media Supply Chain à l'IBC, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on peut intégrer énormément de partenaires, énormément de solutions partenaires de manière agile, scalable, résiliente, puisqu'en fait, on utilise le modèle événementiel dans AWS avec EventBridge, mais aussi on utilise des orchestrateurs. Et sur cette démo, je vais vous montrer l'utilisation de Embrace, qui est un orchestrateur intéressant, puisqu'en fait, il propose une approche assez low-code pour pouvoir orchestrer les différents workflows. Bien souvent, chez nos clients, on voit que on a besoin d'être agile, on a besoin d'avoir de l'évolutivité, on a besoin de faire constamment évoluer les différents workflows. Et c'est difficile de tout le temps demander, pour certaines compagnies, c'est toujours difficile de tout le temps demander à des équipes de développement de redévelopper des fonctionnalités. Donc là, avec Embrace, on peut avoir un accès un peu low-code, no-code aux différents à l'évolution pour faire évoluer le workflow. Donc là, en fait, ce qu'on voit sur le diagramme d'architecture, c'est Embrace au milieu de l'écran qui tourne sur à peu près les infrastructures qu'on veut, mais là, il tourne sur EKS et il va déclencher toute une série d'actions pendant l'ingest d'un fichier média. Et on a d'abord le contrôle de qualité. Donc le contrôle de qualité, il est fait par une brique qu'on développe et pour laquelle on va bientôt fournir une solution un peu clé en main sur le site AWS. C'est une brique de Intelligent QC. Alors le principe de Intelligent QC, en fait, c'est de faire de l'orchestration de QC. Ça permet d'aller tirer le meilleur de chacun des fournisseurs de QC. En l'occurrence, ici, on donne la possibilité, pendant l'ingest, de faire une QC, donc contrôle qualité, quality check, de faire un contrôle qualité technique, mais aussi d'aller vérifier sur chacune des pistes audio si on a le bon audio. Et puis, on a aussi la possibilité de faire de la conformité avec Spherex. Et donc, Spherex permet en fait de vérifier la conformité du contenu en fonction de différentes régions du monde. Donc, le gros avantage de cette solution, c'est que on choisit le type de contrôle qu'on veut opérer. On remplit pour ça un fichier de définition. Et ce fichier-là, même d'ailleurs, on est en train de faire en sorte de pouvoir en faire une interface graphique pour que ce soit plus facile pour les utilisateurs. Et en sortie, on récupère tout un rapport de QC qui fait l'agrégation de tous ces partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et donc là, on voit qu'en fait, Embrace, l'orchestrateur, déclenche énormément de workflows. Un autre workflow qu'on déclenche, c'est évidemment le contrôle de l'authenticité du contenu, la provenance. Donc avec la démultiplication du nombre de vidéos, de risques d'usurpation d'identité et autres, il y a... Pardon ? Fake news. De fake news, d'ailleurs, c'est ça. Il y a un consortium qui s'est créé autour de ce qu'on appelle la C2PA, donc qui permet en fait de signer un contenu à l'origine, et en fait, à la réception, on peut vérifier
si ce contenu a été modifié ou si il vient bien de l'origine. Donc ça, c'est vraiment impératif. Donc là, en fait, grâce à cette orchestration un peu low-code, no-code, on voit qu'on arrive quand même à appeler énormément de fonctionnalités qui sont impératives pour une chaîne d'ingest. Ensuite, on a en bas à droite une solution de localisation automatique, d'ailleurs qui a été développée par Lionel lui-même, ici présent. Voilà. Et donc c'est une solution, je vais la faire un peu schématique, mais Vas-y. corrige-moi si. Donc l'idée c'est en fait d'extraire la voix du contenu grâce à AudioShake, et ensuite une fois que la voix est extraite, on a une bien meilleure qualité de transcription. En l'occurrence, on utilise Transcribe pour faire la transcription ici, et une fois qu'on a cette transcription, on a la possibilité bien évidemment de générer des sous-titres dans différentes langues. Mais aussi, et ça c'était un peu recherche et développement, mais c'est toujours intéressant d'aller fouiller vers ces propositions, c'est de la synthèse vocale avec notre partenaire DeepDub qui, euh, qui propose aussi des interfaces graphiques pour faire un peu comme Pro Tools pour faire de la localisation. Mais là c'était vraiment l'appel avec l'appel de l'API de DeepDub pour tenter de faire de la localisation automatique. Bon, bah, alors Il y avait aussi un Oui. petit truc intéressant qui va être très intéressant pour tous les broadcasters, les acteurs des médias en 2025, parce qu'en juin 2025, il y a une nouvelle réglementation européenne qui va imposer à tous les diffuseurs de mettre à disposition des contenus qui vont être plus accessibles pour, par exemple, les sourds et malentendants. Et la partie Content Localization et conformité permettait également de générer des sous-titres audio description, voilà, pour les sourds et Améliorer malentendants. l'accessibilité. En fait. Exactement. C'est ça, ouais. Ça c'est clé. Ouais. Donc, si on regarde un peu ça en pratique, là on voit les interfaces. Donc là, c'est l'interface de Embrace, c'est un dashboard qui permet d'avoir une vue complète sur toutes les opérations. On voit qu'on peut voir tous les contenus qui sont ingestés, qui sont en attente d'ingestion, mais aussi on voit les contenus qui ont passé la QC technique, des contenus pour lesquels il y a besoin d'une QC. Quand je dis QC, c'est contrôle qualité, ouais. Le contrôle qualité humain, donc en fait toujours la possibilité de donner la main à l'utilisateur pour vérifier des choses plus précises. Et on voit aussi que on a la visibilité aussi sur la localisation et l'évolution de ces workflows. Donc là, en fait, on lance un ingest, donc on lance l'ingest en mettant un contenu sur S3. Il y a 1000 manières de lancer un ingest. Aussi, là, on voit qu'on a un formulaire dédié qui permet de lancer l'ingest. Et pendant que cet ingest se lance, on va pouvoir voir un peu comment, en quoi ça consiste le low code, no code. Et donc c'est là qu'on voit que c'est très intéressant. On voit tout le workflow qui est sur cette espèce de serpent de fonctionnalité. Donc en bleu, c'est les tâches automatiques, et en vert, c'est justement les tâches manuelles, les fameuses tâches manuelles de Validation. En fait. validation, hein, c'est ça exactement. Exactement, c'est ça, work order. Donc, alerte sur la QC, on regarde, on peut aller voir sur la QC, alerte sur la localisation, on peut aller voir dans une interface pour la localisation. Et justement, pour aller voir, pour aller contrôler en fait les contenus et vérifier ça, on utilise euh, en- euh, la solution de Accurate Player Validate qui permet en fait en bas de voir plein de pistes, toutes les pistes pour chaque contenu, pour chaque anomalie. On voit les différentes des marqueurs. Donc en fait, chaque anomalie a été transformée en un timecode et on peut aller pointer directement là-dessus, valider ou ne pas valider, ou faire évoluer le workflow en fonction de la décision qui est prise par l'humain. Là, on voit aussi qu'on a accès à la partie de localisation. Donc, dans cette brique de localisation, il y avait un résumé qui a été généré par Claude. Amazon Bedrock a été utilisé pour faire fonctionner Claude. Et donc, après l'analyse du texte,
ça a généré un résumé. Donc on voit en fait qu'on a pu générer plusieurs versions en français, en allemand, en espagnol, n'importe quoi, avec un contrôle qualité efficace du début à la fin du workflow. Une vérification, là on signe en fait le contenu pour en assurer la provenance et on peut l'envoyer. Là ici on voit dans Veritone Media Hub. Donc ça c'est une solution que propose Veritone pour en marque blanche qui permet de faire un système de monétisation des contenus. Donc ça c'est vraiment un workflow qui va de bout en bout et on voit que en fait qu'il est complètement évolutif en mode no-code, low-code, mais on a toujours la possibilité, grâce à l'ergonomie de Embrace, d'aller au fond dans des petites boîtes et par exemple, d'invoquer des SDK, Boto 3 ou autres, ce qui a permis d'avoir l'accès à tous ces contenus, quoi. Je vais passer à la démonstration suivante. Ici, c'est une démonstration qui est vraiment intéressante parce qu'elle propose une implémentation de pop-up channel news de A à Z. En fait, on se rend compte que là, on réussit à remplir toutes les fonctions depuis le. Donc là, c'est dans un monde un peu news story centrique. On permet de créer un conducteur avec Dina, de créer des stories et aussi d'avoir un lien avec le Media Asset Management System, donc comme une chaîne de news normale. Le Media Asset Management System, c'est Mimir en l'occurrence. Et puis on a Cutting Room qui permet de faire de l'édition. Il y a toujours forcément, pour faire un sujet, il faut le monter pour que ce soit intéressant. Et FlowX qui permet de faire des graphiques, donc des surimpressions de graphiques. Donc ça, c'est la partie qu'on voit en haut du diagramme, et ça, c'est du SaaS. Donc, ça veut dire que c'est des solutions SaaS qui sont auxquelles on s'inscrit. Et le domaine du client, on va dire, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est dans le VPC. On voit qu'on a mis en place des passerelles MOS. Donc, on est complètement dans ce qui se fait on-prem, des passerelles MOS qui permettent de véhiculer les signaux de commande entre les différentes solutions. Et on voit aussi qu'on utilise NDI Bridge, puisqu'il y a évidemment cette notion la possibilité d'utiliser la vidéo en live, forcément. Donc en bas, on voit le site, les studios de la chaîne de télé qui a été implémentée. On voit qu'il y a de la vidéo en 30 et elle part grâce à NDI Bridge, elle part dans la régie cloud et ensuite on a la possibilité d'exploiter tout ça dans le conducteur et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, en fait, on a la vision de Dina, qui c'est le conducteur. On voit qu'on peut on crée directement une story. Donc l'avantage, c'est que il y a non seulement la possibilité de créer les stories comme on a l'habitude, mais aussi quelques fonctionnalités de Generative AI qui sont implémentées, qui permettent de reformuler les stories dans un style donné. Par exemple, là, on pourrait reformuler ça dans le style de Twitter ou autre. Et on voit qu'on a un accès direct sur le Media Asset Management System, avec une communication, vraiment une intégration super simple entre les deux. Donc une fois qu'on a créé des emplacements dans le conducteur, on peut aller glisser des vidéos pour faire pour enrichir le conducteur, pour préparer le live. Là, on voit aussi qu'on peut rajouter des sources vidéo. Donc, les sources vidéo, c'est-à-dire que c'est des moments où on fait appel à des extérieurs dans le monde du broadcast. Et dans Mimir, on a la possibilité, justement, on le voit là, je crois, de gérer des entrées, des inputs vidéo en NDI. Donc là, déjà, on a vraiment le cœur de la gestion d'un conducteur, des stories et des médias qu'on peut mettre dedans. Ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'éditer, donc on retrouve tous les médias de Mimir dans Cutting Room, qui est une solution complètement web-based, une solution web en fait. Fonctionne dans le navigateur, voilà. Dans le navigateur, merci, je me suis pris pour
Et donc, on a accès à aussi la fabrication des titres avec FlowX. Donc, en fait, on crée les titres, on améliore les titres et on peut collaborer sur les titres, sur le montage dans un navigateur. Et ensuite, on retrouve ces titres et on peut retrouver ça dans le conducteur et activer le conducteur pour pouvoir lancer la diff du conducteur. Enfin, voilà, donc là, on est en train d'envoyer le conducteur. Et puis, on va pouvoir exploiter tout ce qu'on a préparé dans le conducteur, dans les stories, en montage et avec les titres, directement dans les régies on-prem, puisqu'on a vu qu'on avait VisVectar qui permet de faire le mélangeur virtuel, donc on va le voir juste après. Et on a aussi l'automation qui est faite par VisMozart. Donc en fait, là, encore une fois, on voit qu'on a la possibilité de remplir de créer ce workflow de bout en bout, depuis la création de la story, depuis la création de l'idée, jusqu'à la diffusion depuis le conducteur. Là, on voit l'interface qui est tout à fait fonctionnelle et ergonomique. Et donc, c'était une architecture flexible. On peut aussi faire évoluer, prendre d'autres partenaires SaaS, on peut faire évoluer on a la maîtrise de son VPC et de ses médias qui sont dans le S3 dans son propre S3 en fait. Donc c'est vraiment, ça c'est une solution vraiment de bout en bout qui est vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, ça nécessite beaucoup de développement pour assembler toutes ces solutions partenaires, ou est-ce qu'il y a déjà des solutions qui existent, qui permettent finalement d'arriver avec une solution, comme tu dis, de bout en bout, prête à l'emploi? En fait, on peut vraiment capitaliser sur les services et les fonctionnalités de NDI Bridge, par exemple, qui facilitent grandement, par exemple, le partage, la transmission des flux dans les VPC. Il faut quand même intégrer des instances EC2 pour mettre les gateways MOS. Il faut quand même interagir avec les API des partenaires, mais il y a quand même énormément de choses qui sont prises en charge et c'est vraiment un travail d'intégration en fait entre la gestion des signaux vidéo, la gestion des événements et la gestion des API. Ça, j'imagine que un partenaire, intégrateur ou des équipes de professional services chez AWS, tout à fait pourrait, Ah, bien sûr. pourrait les. Oui. Ah ouais. Donc, c'était deux workflows quand même intéressants, puisqu'on voit qu'à la fois dans le traitement de fichiers et à la fois dans la gestion du live news, on a deux solutions qui sont complètement fonctionnelles et similaires à quelque chose qu'on connaît dans les chaînes de télé ou les sites médias. Merci beaucoup, Roland. Donc, on arrive à la conclusion de nos sessions aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons évoqué 4 gros thèmes. Donc, on a commencé par on a enchaîné avec Data Science Analytics, Broadcast et puis Media Supply Chain. Bien sûr, on n'a pas eu le temps de couvrir toutes les démos qui ont été présentées à l'IBC. Donc, si vous voulez retrouver les informations détaillées sur les démos AWS, donc je vous invite à scanner le code QR ici affiché sur l'écran pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'idées d'innovation, d'intégration en fait et d'utilisation des services AWS. On avait des questions dans le chat. Oui. Ouais, on a une question sur la partie justement Data Science Analytics, notamment sur la démo sport. On a une question qui est, est-ce que les services AIML savent générer des métadatas pour plusieurs sports et comment ont-ils été entraînés? C'est une super question. Je vais juste reprendre directement l'architecture où je vais peut-être passer un peu rapidement la partie AIML. Hop. En fait, ce qui est intéressant avec ce point, c'est déjà on a des services un peu des services managés qui sont pré-entraînés, comme Amazon Recognition par exemple. Je vous invite à tester directement à la suite de cette session, c'est de pouvoir glisser une photo et de d'extraire des métadatas qui existent déjà. Ça peut détecter automatiquement des sports, football, que ce soit le football américain ou du football
Européen, disons-le. disons. Du foot. Et, Du foot. Du vrai foot. et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aujourd'hui un service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui permet de proposer des modèles de LLM avec des foundational models avec nos partenaires, pour citer par exemple Mistral, Anthropic notamment. Et justement, pas plus tard qu'hier, on a lancé lors de l'AWS Innovate, peut-être que dans l'audience, il y avait des personnes qui y ont participé, un game day autour de notre partenaire de la NFL, le nouvel AWS Game Day autour de la NFL. Et justement, l'une de ces quêtes lors de ce Game Day, c'est de pouvoir détecter automatiquement des métadatas. Et très bien parlé, j'ai pu le mettre en place, ou juste en lui mettant une image, donc une segmentation de vidéo, par exemple dans le use case d'Enrich Sports Data, et ben on peut utiliser un modèle tel que Claude 3 Haiku et lui demander de nous extraire les joueurs, le type d'action et de pouvoir le type de sport. Donc ici, par le biais du contexte qu'on a pu lui mettre en exergue, et bah, du coup, on peut extraire ces métadonnées, mais aussi parler de forecasting tout à l'heure, évidemment avec vos propres données, et on peut justement créer nos propres modèles de machine learning. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le framework Media Replay Engine. Ça permet d'ajouter les plugins AML que vous voulez. Donc, par exemple, si on parle de types de sports qui sont assez rares, en fait, donc bien sûr, en fait, ça marche très bien avec le foot. Mais si on parle par exemple, en fait, donc il y a la possibilité de créer vos propres modèles d'entraînement, en fait, et d'entraîner vos modèles sur vos datasets à vous. Donc, vous pouvez le faire soit vous-même, si vous avez des équipes de data scientists disponibles, ou par exemple, vous pouvez également passer par nos partenaires comme Wiseline, voilà, qui a créé la démonstration avec la summarization. Faire de... Mais en tout cas, si vous avez toujours votre téléphone d'allumé, on a aussi un petit QR code Feedback is a gift chez AWS. N'hésitez pas aussi à remplir le survey. C'est un cadeau pour nous. Vous gagnez rien, mais ça nous permet de nous améliorer. Parce que c'est vrai que c'était une première quand même, ce streaming Oui. Tout à fait. Ouais. pour l'équipe média. On est quand même super fiers de le faire. Et Pas d'autres questions par hasard? Alors, on a une question effectivement sur la partie broadcast avec un type de flux qui a été utilisé. Je n'ai malheureusement pas la réponse. C'est pour ça que j'avais décidé de ne pas la poser. Euh, mais je vais me renseigner. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut communiquer avec notre audience aujourd'hui. On peut? OK. Bon, bah, du coup, on trouvera le moyen de vous communiquer la réponse à la question qui était quel type de stream était utilisé pour faire cette mesure avec Leader on-prem. Ah, on a une nouvelle question. Est-ce que le provisioning et la configuration de ces éléments Visarte, NDI, MOS étaient intégrables en infrastructure as code? tout est intégrable en infrastructure as code. C'est c'est vraiment, c'est vraiment la meilleure des pratiques, l'infrastructure as code. Et évidemment, ouais, d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire des stacks, des stacks par fonction comme ça pour pouvoir réutiliser, pour pouvoir modifier, faire évoluer ce type d'infrastructure. Donc c'est vrai que c'est l'avantage quand on se met dans le référentiel d'une infrastructure habituelle de télé, là on peut complètement programmer l'infrastructure et la faire évoluer et organiser, faire évoluer le code. Donc tout ça peut être fait en infrastructure as code. Très bien. D'autres questions? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je vous remercie énormément pour votre temps aujourd'hui. J'espère que cette session vous a plu et dans ce cas-là, on fera une nouvelle session en fait. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez plus de questions et je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir.